Le café fume, noir et amer, comme mes pensées. Assise à cette table de bistrot, la même où j'ai tant de fois ri avec elle, je sens une boule dans la gorge. Le soleil de Paris, d'habitude si doux, me brûle la peau. C'est ça, le grand jour. Ou plutôt, la veille du grand jour. Et tout est foutu. J'ai regardé mon téléphone, encore et encore. Pas de message. Rien. Comme si de rien n'était. Comme si ma vie n'était pas en train de s'écrouler. Je ferme les yeux, j'essaie de respirer. La musique de fond, une vieille chanson française qui parle d'amour, me donne envie de hurler. Elle, ma meilleure amie, et lui, mon futur mari. La trahison a un goût de cendre. Je la connais depuis l'école, on a tout partagé. Les secrets, les premières cuites, les peines de cœur. Et maintenant, ça. Le coup de poignard dans le dos. Mais ce qui me fait mal le plus, c'est que je n'ai pas été surprise. C'est ça le pire. J'avais senti quelque chose. Des regards trop longs, des silences gênés quand j'arrivais. J'avais mis ça sur le compte du stress du mariage. Quelle idiote. Je prends une gorgée de café. C'est trop chaud. Je pose la tasse. Je sais ce que je vais faire. Ce n'est pas juste pleurer dans mon coin. Non. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de préparer. Ce n'est pas parce qu'elle pense m'avoir eu que c'est fini. Loin de là. Je me lève, je jette quelques pièces sur la table. La serveuse me regarde, l'air de rien. Elle ne sait pas. Personne ne sait. Mais bientôt, tout le monde saura. Et surtout, ils vont regretter. Oh, ils vont tellement regretter. Le plan est simple, mais il est parfait. Il faut juste attendre le bon moment. Et ce moment, il arrive. Très vite. Je souris. Un sourire qui ne monte pas jusqu'à mes yeux. Le jeu commence. Je quitte le café, le vent frais de Paris me gifle le visage. Il est encore tôt, le soleil monte doucement mais il n'a pas encore cette chaleur écrasante de tout à l'heure. L'air est encore vivifiant, presque une promesse. Une promesse que je vais tenir. Je marche sans but précis, les pavés sous mes semelles familiers. Je passe devant des boulangeries qui ouvrent, l'odeur du pain chaud me monte aux narines. Normalement, ça me mettrait de bonne humeur. Aujourd'hui, ça me donne juste envie de vomir. Je pense à la robe de mariée, suspendue dans ma penderie, immaculée. Quelle ironie! Elle est prête pour le grand jour, mais le grand jour, tel que je l'avais imaginé, n'aura jamais lieu. Pas comme ça, en tout cas. Je décide de rentrer chez moi, dans mon petit appartement du Marais. C'est un endroit que j'aime, plein de charme, avec ses poutres apparentes et sa vue sur une cour intérieure tranquille. Mais aujourd'hui, il me semble froid, vide. Je monte les escaliers 4 à 4, comme si je devais fuir quelque chose. Ou plutôt, comme si je devais aller chercher quelque chose. L'objet de ma vengeance. Dans ma chambre, la lumière filtre à travers les volets entr'ouverts, dessinant des zébrures sur le parquet. Tout est en place, presque trop parfait. Les préparatifs sont finis. Les fleurs sont commandées, le traiteur est prêt, la musique est choisie. Tout est prêt pour un mariage heureux. Sauf la mariée. Ou plutôt, la mariée qui ne sera pas celle qu'il croit. Je vais vers mon bureau, celui où je passe des heures à travailler sur mes créations. Je suis designer textile, j'aime donner vie à des tissus, à des motifs. J'aime créer. Et aujourd'hui, c'est cette fibre créative que je vais utiliser pour quelque chose de bien plus sombre. Sur mon bureau, il y a mon ordinateur portable, quelques échantillons de tissus, des crayons. Et surtout, une petite boîte en bois que j'ai fabriquée il y a quelques années. Elle est fermée à clé. J'ouvre le tiroir de mon bureau, je cherche la petite clé argentée. Elle est là, accrochée à un porte-clés en forme de hibou, un cadeau de ma grand-mère. Je la prends, mon cœur bat un peu plus vite. Je glisse la clé dans la serrure de la boîte. Le clic résonne dans le silence de la pièce. À l'intérieur, il y a plusieurs choses. Des photos. Des lettres. Des petits souvenirs. Mais ce qui m'intéresse, c'est un petit carnet noir, relié en cuir. C'est mon journal intime, celui que je tiens depuis l'adolescence. Je l'ai toujours tenu à l'abri des regards. Personne ne sait ce qu'il contient. Surtout pas eux. Je prends le carnet, je le feuillette. Les pages sont remplies de mon écriture, parfois serrée, parfois plus aérée. Des joies, des peines, des doutes, des espoirs. Et des vérités. Des vérités que j'ai gardées pour moi, des vérités que je n'ai jamais osé dire. Jusqu'à aujourd'hui. Je m'assieds à mon bureau, je pose le carnet devant moi. Je regarde la page blanche,
prête à être remplie. Je sais exactement ce que je vais écrire. Ce ne sera pas une complainte, ni une accusation. Ce sera un témoignage. Un témoignage de leur lâcheté, de leur trahison. Et surtout, un témoignage de ma force. Je prends un stylo, je le tiens fermement. Ma main ne tremble pas. J'ai la rage, oui, mais une rage froide, calculée. Une rage qui me donne la lucidité nécessaire pour exécuter mon plan. Je commence à écrire. Les mots viennent naturellement, précis, acérés. Je décris les moments clés, les signes que j'avais ignorés, les conversations que j'avais mal interprétées. Je raconte comment j'avais senti leur rapprochement, cette tension palpable quand j'étais dans la même pièce qu'eux. Comment j'avais préféré me voiler la face, me persuader que j'étais paranoïaque. Je parle de lui, mon futur mari. De ses promesses, de ses serments. De la façon dont il me regardait, un regard que je croyais rempli d'amour, mais qui devait déjà cacher la duplicité. Et je parle d'elle, ma meilleure amie. Celle qui était censée être ma sœur de cœur. Je décris notre histoire, nos complicités, nos rires. Et je contraste ça avec le mensonge, la tromperie. Je ne laisse rien au hasard. Chaque détail est important. Chaque mot est une pierre dans leur édifice de mensonges. Je décris aussi les moments où j'ai eu le courage de regarder la vérité en face, même si ça me faisait mal. Ces instants où j'ai vu leurs yeux se croiser en douce, ces effleurements de mains qui n'avaient rien d'accidentel. J'avais mis ça sur le compte de l'amitié, de la nervosité avant le mariage. Quelle naïveté! J'étais aveugle, volontairement aveugle. Je continue d'écrire, page après page. Je sens une forme de libération, étrange et puissante. Ce n'est pas le pardon, loin de là. C'est la prise de pouvoir. Je reprends le contrôle de ma propre histoire. Je ne suis plus la victime passive. Je suis l'auteur de ma vengeance. Quand j'ai fini, je relis mes mots. Ils sont durs, implacables. Mais ils sont vrais. Je ferme le carnet, je le remets dans sa boîte. Je la referme à clé. Ce journal, c'est mon arme. Mon arme secrète. Il ne restera pas caché longtemps. Je me lève, je vais à la fenêtre. Le soleil est plus haut maintenant. Il inonde la cour de lumière. La ville s'éveille, pleine de vie. Mais bientôt, cette vie va être secouée. Mon plan est en marche. Et il est bien plus redoutable qu'ils ne peuvent l'imaginer. Le jeu ne fait que commencer. Je referme la boîte en bois. Le clic de la serrure me semble définitif. C'est fini. Ou plutôt, c'est le début de quelque chose d'autre. Quelque chose qui va faire mal. Très mal. J'ai écrit pendant des heures. Le soleil a traversé le ciel, passant de la lumière douce du matin à un jaune plus franc, puis orangé. Mon appartement, d'habitude si accueillant, est devenu une sorte de bunker. Les volets clos, la lumière artificielle, l'odeur de l'encre fraîche sur le papier. J'ai déversé toute ma rage, toute ma douleur, tout mon dégoût dans ce carnet. Chaque mot est une flèche. Chaque phrase, un coup de poignard. Je ne me suis pas censuré. Pas une seule seconde. J'ai tout dit. Les mensonges de Thomas, mon futur mari. Ses promesses en l'air, ses regards fuyants ces derniers temps. J'avais mis ça sur le compte du stress du mariage. Je me le répétais comme un mantra. C'est normal, tout le monde est stressé avant un mariage. Pathétique. Et puis, il y a elle. Chloé. Ma Chloé. Celle qui devait être ma témoin. Celle avec qui je partageais tout, absolument tout. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je me souviens de nos conversations, de nos rires jusqu'aux larmes. De cette complicité qui dépassait l'amitié. Je pensais qu'on était inséparables. Elle connaissait Thomas depuis avant moi. Ils étaient amis. Une amitié innocente, me disait-elle. L'innocence a un prix, visiblement. Un prix que je suis en train de payer cher. J'ai raconté comment j'avais commencé à sentir le truc louche. Des détails qui, mis bout à bout, font une image horrible. Les appels discrets de Thomas quand il pensait que j'étais occupée. Les rendez-vous entre amis où je n'étais jamais invitée. Les fois où Chloé avait des excuses bidons pour ne pas me voir. Je suis fatiguée, j'ai un truc à faire, je te rappellerai. Des petites phrases qui, à l'époque, ne me faisaient pas tiquer. Mais maintenant, avec le recul, ça saute aux yeux. C'était une mise en scène. Une pièce de théâtre jouée juste pour moi. J'ai écrit sur la soirée d'hier. Le dîner avec mes parents. Les questions sur les préparatifs, les derniers détails.
Thomas jouait le rôle du fiancé parfait. Souriant, attentionné, plein de projets. Il m'a même serré la main sous la table, un geste tendre qui, aujourd'hui, me donne la nausée. Je me souviens avoir pensé qu'il était vraiment le mec bien, celui sur qui on peut compter. Quelle blague! Pendant ce temps, Chloé était sûrement déjà chez lui, ou il était chez elle. Les détails précis, je les ai évités dans mon journal. Pas par pudeur, non. Plutôt pour garder une certaine distance. L'horreur est trop vive. Mais j'ai décrit la sensation. Cette impression que quelque chose clochait, même quand tout semblait normal. Un malaise diffus, comme une petite musique dissonante dans une symphonie parfaite. Je me suis forcée à ignorer ça. J'ai préféré croire aux contes de fées. La robe blanche, la cérémonie, la vie à deux. Tout ça, c'est fini. Volé. Détruit. Mais le carnet est là. Mon témoignage. Mon arme. Je le range dans la boîte en bois, je referme la serrure. La clé est toujours autour de mon cou, sous mon pull. Un petit secret bien gardé. Je me lève et je vais vers la fenêtre. J'ouvre les volets. La nuit est tombée sur Paris. Les lumières scintillent, la ville est belle, indifférente à mon drame. C'est le moment. Il est temps de passer à l'action. Je prends mon téléphone. Je n'ai pas eu de message d'eux, et je n'en aurai pas. C'est moi qui vais leur envoyer un message. Un message qui va tout changer. Je tape quelques mots, simples, directs. Pas d'accusation, juste une information. Une information qui va faire le tour de la ville. Je respire profondément. Ma main ne tremble plus. La rage est toujours là, mais elle est contenue. Maîtrisée. Je n'ai plus peur. J'ai juste hâte. Hâte de voir leur visage quand ils comprendront. Hâte de voir leur monde s'écrouler. Je sélectionne les destinataires. Ce ne sera pas juste d'eux. Ce sera beaucoup plus large. La famille, les amis, les collègues. Ceux qui comptent. Et ceux qui ne comptent pas mais qui aiment le scandale. J'appuie sur envoyer. Le message part. C'est fait. Le détonateur est activé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Attendre le chaos. Et savourer chaque instant. Le message est parti. Un simple SMS, mais qui, je le sais, va faire l'effet d'une bombe. J'ai regardé mon téléphone, la confirmation de l'envoi s'affichant en vert. C'est fait. Le détonateur est enclenché. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Attendre que tout s'écroule. J'ai refermé les volets, replongeant mon appartement dans une pénombre familière. L'odeur de l'encre de mon journal imprègne encore l'air. J'ai passé des heures à écrire, à vider mon sac, à mettre des mots sur cette trahison qui me ronge. Thomas, mon futur mari. Chloé, ma meilleure amie, ma sœur de cœur. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Et les deux qui m'ont planté là, la veille de mon mariage. La veille. Quel timing. C'est presque une blague macabre. Je me suis assise sur mon canapé, dans le salon. La petite boîte en bois, contenant mon journal, est posée sur la table basse. Elle me semble lourde de secrets, de vérités que j'ai longtemps gardées pour moi. Des vérités qui vont maintenant éclater au grand jour. J'ai repensé à leur jeu. À leur regard furtif, leur rire complice quand ils pensaient que je ne voyais rien. J'avais mis ça sur le compte de l'amitié, de la nervosité avant le mariage. Quelle idiote j'ai été. Je me revois, souriante, discutant des détails de la cérémonie, alors que devait déjà se moquer de moi en silence. La nausée me prend. Je me lève et vais vers la cuisine, pour me faire un thé. Quelque chose de fort, pour me calmer. Ou pour me donner du courage. Je ne sais plus trop. Dans la cuisine, tout est rangé, impeccable. C'est mon refuge, cet endroit. Je prends une tasse, j'ouvre le placard pour attraper ma tisane préférée. Menthe poivrée. Ça aide à digérer, paraît-il. Et là, je vois, sur le frigo, une photo. Une photo de Chloé et moi, prise il y a quelques années, lors de notre voyage à Rome. On était jeunes, insouciantes. On riait aux éclats, un cône de glace à la main, devant le Colisée. Elle avait les yeux pétillants, un sourire franc. La Chloé que j'aimais. La Chloé qui n'existe plus. Ou qui n'a jamais existé, finalement. J'ai arraché la photo du frigo. Mes mains tremblent légèrement. Je l'ai déchirée en deux, puis en quatre. Les morceaux sont tombés sur le carrelage. Un petit geste, dérisoire, mais qui me fait du bien. C'est une façon de mettre fin à tout ça. De tourner la page.
Je retourne dans le salon, ma tasse de thé fumante à la main. Je m'assieds et j'attends. J'attends le téléphone qui va sonner, les messages qui vont arriver. J'attends le chaos. Je sais que ça ne va pas tarder. Les réactions vont être vives. La panique, la colère, le déni. Et puis, la vérité. La vérité que j'ai mise à nu dans mon journal, et que j'ai envoyée à tout le monde. Je ne leur ai pas laissé le choix. Pas de discussion, pas de mensonges supplémentaires. Juste les faits. Brutalement. C'est ma façon de me venger. De leur montrer que je ne suis pas une victime. Que je suis forte. Que je me relève. Je regarde l'heure. Il est presque minuit. Le jour du mariage. Ou plutôt, le jour qui aurait dû être celui de mon mariage. J'imagine leur visage, leurs réactions. Thomas, probablement en train de paniquer, essayant de trouver une explication, une échappatoire. Chloé, dévastée, réalisant l'ampleur de son erreur. Mais aussi, peut-être, un certain soulagement. Car oui, je sais qu'ils sont ensemble. Ils le sont depuis des mois. Ils ont joué la comédie, ils ont menti, ils m'ont manipulé. Et moi, j'ai été assez stupide pour y croire. Mais cette naïveté est terminée. J'ai fait mon choix. J'ai choisi de ne plus être leur jouet. J'ai choisi de reprendre le contrôle. Mon téléphone vibre. Je sursaille. C'est un appel. Le nom de Thomas s'affiche. Je le regarde, le cœur battant la chamade. Je ne réponds pas. Je laisse sonner. Une fois, 2 fois. Puis, le silence. Il doit être en train de perdre la tête. Je souris. C'est le début de la fin pour eux. Et pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie sans eux. Une vie où je serai enfin libre. Libre de leur trahison, libre de leurs mensonges. Libre de tout. Je prends une gorgée de thé. Il est encore chaud. Comme la rage qui bout en moi. Mais cette rage, je la maîtrise. Je la canalise. Elle me donne la force de continuer. De reconstruire. De vivre. La nuit est tombée sur Paris, mais pour moi, une nouvelle aube se lève. Une aube qui sera peut-être difficile, mais qui sera la mienne. Et ça n'a pas de prix. La nuit parisienne s'étire, une toile noire constellée de lumière indifférente. J'ai refermé les volets, me replongeant dans cette pénombre familière, presque réconfortante, après le choc du soleil et de la vérité crue. L'odeur de l'encre de mon journal, ce brûlot de ma douleur, flotte encore dans l'air. J'ai tout déversé, tout mis à nu. Thomas, mon fiancé. Chloé, ma meilleure amie. Les 2 piliers de ma vie, ceux en qui je plaçais une confiance aveugle. Et les 2 qui m'ont planté là, la veille de ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. La veille. C'est presque une farce cruelle, un mauvais gag orchestré par le destin. Je suis assise sur mon canapé, le thé à la menthe poivrée refroidissant dans ma tasse. La petite boîte en bois, mon journal, est posée sur la table basse. Elle pèse 1 tonne, pleine de ces vérités qui vont maintenant exploser au grand jour. Je repense à leurs petits jeux, à leurs regards furtifs, leur rire discret quand ils pensaient que je ne voyais rien. J'ai mis ça sur le compte de l'amitié, de la nervosité pré-mariage. Quel imbécile j'ai été. Je me revois, le sourire aux lèvres, à discuter des préparatifs, alors que devait se marrer dans mon dos. La nausée me prend. Je me lève, je vais vers la cuisine. Besoin de quelque chose de fort, pour me calmer, ou pour me donner du courage. Je ne sais plus trop. Dans la cuisine, tout est rangé, net. C'est mon petit sanctuaire. Je prends une tasse, j'ouvre le placard pour ma tisane. Menthe poivrée, ça aide à digérer, paraît-il. Et là, sur le frigo, une photo. Chloé et moi, à Rome, il y a quelques années. On était jeunes, on ne pensait à rien. On riait comme des baleines, un cône de glace à la main, devant le Colisée. Ses yeux pétillaient, son sourire était franc. La Chloé que j'aimais. La Chloé qui n'existe plus. Ou qui n'a jamais vraiment existé, finalement. D'un geste vif, je l'arrache du frigo. Mes mains tremblent un peu. Je la déchire en 2, puis en 4. Les morceaux tombent sur le carrelage. Un petit geste, ça ne change rien, mais ça fait du bien. Une façon de mettre fin à tout ça. De tourner la page. Je retourne dans le salon, ma tasse de thé fumante à la main. Je m'assieds et j'attends. J'attends le téléphone qui va sonner, les messages qui vont défiler. J'attends le chaos. Je sais que ça ne va pas tarder. Les réactions vont être vives.
La panique, la colère, le déni. Et puis, la vérité. La vérité que j'ai mise à nu dans mon journal, et que j'ai envoyée à tout le monde. Je ne leur ai pas laissé le choix. Pas de discussion, pas de mensonges supplémentaires. Juste les faits. Brutalement. C'est ma façon de me venger. De leur montrer que je ne suis pas une victime. Que je suis forte. Que je me relève. Je regarde l'heure. Presque minuit. Le jour du mariage. Ou plutôt, le jour qui aurait dû être celui de mon mariage. J'imagine leur visage, leurs réactions. Thomas, sûrement en train de paniquer, cherchant une explication, une échappatoire. Chloé, dévastée, réalisant l'ampleur de son erreur. Mais peut-être aussi, un certain soulagement. Car oui, je sais qu'ils sont ensemble. Ils le sont depuis des mois. Ils ont joué la comédie, ils ont menti, ils m'ont manipulé. Et moi, j'ai été assez stupide pour y croire. Mais cette naïveté est terminée. J'ai fait mon choix. J'ai choisi de ne plus être leur jouet. J'ai choisi de reprendre le contrôle. Mon téléphone vibre. Je sursaille. Un appel. Le nom de Thomas s'affiche. Je le regarde, le cœur battant la chamade. Je ne réponds pas. Je laisse sonner. Une fois, 2 fois. Puis, le silence. Il doit être en train de perdre la tête. Je souris. C'est le début de la fin pour eux. Et pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie sans eux. Une vie où je serai enfin libre. Libre de leur trahison, libre de leurs mensonges. Libre de tout. Je prends une gorgée de thé. Il est encore chaud. Comme la rage qui bout en moi. Mais cette rage, je la maîtrise. Je la canalise. Elle me donne la force de continuer. De reconstruire. De vivre. La nuit est tombée sur Paris, mais pour moi, une nouvelle aube se lève. Une aube qui sera peut-être difficile, mais qui sera la mienne. Et ça n'a pas de prix. Le silence s'est installé, un silence lourd de conséquences. Mon appartement est devenu une bulle hors du temps, un théâtre où la pièce vient de connaître son dénouement, ou plutôt, son prologue. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville scintillent comme des promesses brisées. Mon message est parti. Il a fait le tour des réseaux, des boîtes mail, des téléphones. C'est une traînée de poudre. Les premiers appels n'ont pas tardé. Des amis, des membres de la famille, des connaissances. Des voix paniquées, choquées, parfois incrédules. J'ai répondu à certains, froidement, brièvement. C'est la vérité. Pas de justification, pas de détails sordides. Juste la vérité, nue et crue. Les autres, j'ai laissé sonner. Je ne veux pas de leurs larmes de crocodile, de leurs faux regrets. Je veux qu'ils voient. Qu'ils comprennent. Qu'ils ressentent un peu de ce que j'ai ressenti. Mon téléphone s'est tu un instant, puis a recommencé à vibrer. Une nouvelle salve de messages. Des menaces voilées, des tentatives de manipulation, des demandes de rendez-vous. Thomas doit être en train de tout faire pour éteindre l'incendie, mais c'est trop tard. L'information est sortie. Elle est là, irrévocable. Je me lève et je vais vers ma commode. J'ouvre le tiroir et je sors une petite robe noire, simple, élégante. Pas la robe de mariée, non. Une robe pour moi. Pour cette nouvelle vie qui commence. Je me regarde dans le miroir. Mon reflet est pâle, mais mes yeux sont clairs. Il y a une force nouvelle en moi, une détermination forgée dans la douleur. La rage est toujours là, mais elle est devenue une alliée. Elle me pousse en avant. Je vais me doucher, puis m'habiller. Je ne vais pas rester enfermée ici à attendre le jugement du monde. Je vais sortir. Je vais vivre. Je vais montrer à Thomas et à Chloé que leur trahison n'a fait que me libérer. Me libérer de leur chaîne. Me libérer pour être enfin moi-même. La nuit est encore longue, mais l'aube est là, quelque part, prête à poindre. Et je serai là pour l'accueillir. Mon téléphone vibre encore. Un nouveau message. Je ne regarde même pas qui c'est. Je le laisse vibrer. Je suis prête. Prête à affronter ce qui vient. Prête à tout. La nuit était tombée sur Paris, une cape d'encre parsemée de diamants. Je me tenais sur le pont des Arts, le vent frais caressant mon visage, emportant avec lui les derniers soupirs de la journée. Le bruit lointain des klaxons et des conversations animées formait une symphonie familière, mais ce soir, elle sonnait faux à mes oreilles. Mon cœur battait la chamade, un tambour fou dans la poitrine, chaque coup résonnant de la trahison qui venait de se dérouler. Je repensais aux derniers jours, aux sourires forcés,
au regard fuyant. J'avais senti quelque chose clocher, une dissonance subtile dans notre belle harmonie. L'intuition, cette petite voix que l'on ignore souvent par confort, me hurlait de me méfier. Mais comment croire que mon fiancé, celui que j'aimais passionnément, et ma meilleure amie, ma sœur de cœur, ait pu me jouer un tel tour? La veille de notre mariage, quand tout devait être parfait, pur, sacré. Leurs visages, leurs rires, leurs promesses. Tout me revenait en pleine figure comme un boomerang cruel. Je voyais leurs mains se frôler, leurs yeux se chercher, leur corps se rapprocher dans l'ombre de mon insouciance. C'était une pièce de théâtre macabre, et j'en étais la seule spectatrice à ignorer le dénouement. Maintenant, je savais. La douleur était vive, lancinante, mais étrangement, elle était aussi mêlée à une sorte de clarté glaciale. Plus de doute, plus d'illusion. Juste la vérité, nue et brutale. Et avec cette vérité, une force nouvelle naissait en moi, une détermination sombre qui me donnait envie de hurler, de tout casser. Je serrais les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. La rage montait, une marée noire prête à tout submerger. J'avais passé des mois à rêver de ce mariage, à imaginer notre avenir, à me projeter dans une vie à deux, remplie de bonheur. Tout ça s'était écroulé en un instant, réduit en poussière par leur lâcheté. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Non, jamais. La femme que j'étais hier n'existait plus. Une nouvelle moi était née dans les cendres de cette illusion. Une femme qui ne se laisserait pas faire, qui ne pardonnerait pas si facilement. Je me retournai, le regard fixé sur les lumières scintillantes de la ville. Chaque éclat était un défi, chaque ombre une promesse. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils pensaient avoir gagné. Mais ils ne savaient pas encore à qui ils avaient affaire. Le jeu venait de commencer, et je comptais bien le finir à ma manière. La nuit était encore jeune, et j'avais beaucoup à préparer. Les sourires allaient bientôt se transformer en larmes, et les rires en sanglots. C'était ma promesse. Le pont des Arts, c'est mon repère. L'endroit où je viens quand tout va mal, ou quand je dois réfléchir. Ce soir, c'est les deux. L'air est frais, mais pas glacial. On est fin mai, c'est normal. Les lumières de la ville dansent sur la scène, un spectacle magnifique, mais ça me fait ni chaud ni froid. Je suis trop occupée à revivre les derniers jours, les dernières heures. La sensation de trahison me brûle encore, comme une mauvaise gueule de bois. J'ai envoyé le message. Tout est parti. Le journal, mes pensées les plus sombres, mes accusations les plus cruelles. J'ai tout balancé. J'ai imaginé leur tronche en découvrant ça. Thomas, le grand escogriffe qui se croit malin, sûrement en train de paniquer. Chloé, ma meilleure amie, celle qui devait être à mes côtés, sûrement en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elles sont juste contentes que le secret soit révélé. Qui sait? Avec eux, tout est possible. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je le sors. C'est un numéro inconnu. Je le regarde, sans vraiment le voir. Je sais que c'est eux, ou quelqu'un qui travaille pour eux. Des sbires pour essayer de rattraper le coup. Mais il est trop tard. La machine est lancée. J'ai pensé à tout. Chaque détail. Chaque scénario. J'ai passé des nuits blanches à préparer ce plan. Mon plan sinistre, comme il dirait. Mais pour moi, c'est juste une question de justice. Ma justice. Je me souviens de la photo sur le frigo. Chloé et moi, à Rome. On était insouciantes, on rigolait. La Chloé que j'aimais, celle qui n'a jamais vraiment existé. Ou qui a disparu le jour où elle a décidé de me planter. J'ai déchiré cette photo. Ça m'a fait un bien fou. Comme si je déchirais un bout de mon passé, un passé empoisonné. Mon téléphone vibre encore. Cette fois, c'est Thomas. Je le vois sur l'écran. Je ne réponds pas. Je le laisse sonner. Je veux qu'il comprenne que je ne suis plus la même. Que je ne suis plus sa petite amie naïve qui croit à ses belles paroles. Je suis une autre femme maintenant. Une femme qui a mal, certes, mais une femme qui a décidé de se battre. Je me retourne et je regarde la ville. Paris, la ville de l'amour. Quelle ironie. Pour eux, c'est peut-être encore la ville de l'amour. Mais pour moi, c'est la ville de la trahison. Je sais qu'ils vont essayer de me contacter. De me faire peur. De me manipuler. Mais je suis prête. J'ai le journal, j'ai les preuves. J'ai tout. Je repense à la robe de mariée. Elle est encore dans sa housse, dans mon placard. La robe de mes rêves, qui est devenue la robe de mon cauchemar. Je ne la regarderai plus jamais de la même façon.
Mais ce n'est pas grave. J'ai une autre robe. Une petite robe noire, simple, élégante. La robe de la nouvelle moi. La robe de celle qui va reconstruire sa vie, loin d'eux. Le vent souffle un peu plus fort. Il emporte mes pensées, mes doutes. Il me donne un peu d'air. Je respire profondément. Je sens l'odeur de la Seine, des arbres, de la ville. C'est une odeur de liberté. Une liberté que je n'ai jamais vraiment connue avant. Mon téléphone vibre une dernière fois. C'est Chloé. Je ne regarde même pas. Je le coupe. Je n'ai plus rien à leur dire. Le temps des mots est terminé. Place aux actes. Ma vengeance sera lente, méthodique. Ils vont le regretter. Ils vont regretter de m'avoir sous-estimé. Ils vont regretter de m'avoir trahi. Je me dirige vers la sortie du pont. J'ai une longue nuit devant moi. Et une vie à réinventer. La nuit parisienne est belle, mais elle est aussi pleine de secrets. Et ce soir, j'ai décidé de révéler les miens. Et de faire payer ceux qui m'ont fait du mal. Le jeu ne fait que commencer. Et je suis la seule à connaître toutes les règles. Je quitte le pont des Arts, le cœur battant toujours un peu trop vite. L'air de la nuit parisienne me fouette le visage, mais c'est une sensation que j'accueille. C'est concret. Ça me rappelle que je suis bien là, que je respire encore. Le téléphone dans ma poche est mort. Je l'ai éteint. Pas de numéro inconnu, pas de Thomas, pas de Chloé. Pour l'instant, c'est moi qui décide de quand et comment on se parle. Ou plutôt, quand et comment je leur fais savoir que je sais. Je marche sans but précis. Les rues se déroulent devant moi comme un film dont je serai le seul spectateur conscient. Les lumières des façades, les terrasses encore animées, tout ça me semble irréel. Comme si je traversais un décor de théâtre après la fin de la pièce. Les acteurs sont partis, il ne reste que les coulisses et moi, qui ai vu le truc de l'intérieur. La rage est toujours là, mais elle est moins explosive. Elle s'est calmée, transformée en une sorte de détermination froide. C'est plus dangereux, je crois. Moins de cris, plus de calculs. Je passe devant une petite librairie qui a une vitrine éclairée. Il y a des livres empilés, des romans, des essais. Je m'arrête. Mes yeux tombent sur une pile de journaux du matin. Demain, ce sera la une. Mon histoire. Ou du moins, la version que j'ai décidé de leur servir. J'ai pensé à tout, vraiment. Le mail, c'était juste le coup d'envoi. Le signal. Maintenant, il faut que ça se diffuse. Il faut que ça fasse mal. J'imagine Thomas, le hypocrite, en train de lire ça dans son lit, sûrement à côté de Chloé. Leur visage, leur panique. Ça me donne un petit sourire. Un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Je me souviens de toutes ces fois où j'ai douté. Ces petites voix dans ma tête qui me disaient que quelque chose clochait. Thomas, toujours un peu trop occupé, des appels qu'il coupait vite quand j'arrivais. Chloé, qui avait des excuses de plus en plus bizarres pour ne pas me voir. Je les avais mises de côté, ces pensées. Je ne voulais pas y croire. J'étais trop heureuse, trop aveuglée par l'idée de ce mariage. La robe, la cérémonie, la vie qu'on allait construire. Tout ça, c'était du vent. Des illusions. Et maintenant, il faut que je nettoie tout ça. Que je rase tout pour reconstruire. Je continue ma marche. Je me sens étrangement légère, malgré le poids de ce qui vient de se passer. C'est la légèreté de celui qui n'a plus rien à perdre. Ou plutôt, qui a décidé de ne plus s'accrocher à ce qui lui fait mal. Je passe devant une boulangerie. L'odeur du pain chaud me parvient. Ça me rappelle les matins chez mes parents, quand tout était simple. Avant. Avant Thomas, avant Chloé. Une autre vie. Je sais qu'ils vont essayer de me joindre. Qu'ils vont tenter de me faire revenir sur ma décision. Thomas va me supplier, Chloé va pleurer, me dire que c'était une erreur. Mais je ne tomberai pas dans le panneau. J'ai vu leur vrai visage. Le masque est tombé. Et ce que j'ai vu, ça ne me plaît pas. Pas du tout. Je repense à la photo de Rome. Chloé et moi. On était si jeunes, si pleines de rêves. Elle avait ce sourire que j'aimais tant. Le sourire de ma meilleure amie. Le sourire de ma sœur. Il a disparu. Remplacé par celui d'une traîtresse. C'est ça qui fait le plus mal, au fond. Pas l'infidélité, pas la tromperie. Mais la perte de cette amitié. La perte de cette confiance. Mon téléphone vibre. Je le sors de ma poche. C'est un SMS de Thomas. Je ne le lis pas. Je le supprime. Je ne veux plus de ces mots. Je veux des actes. Mes actes.
Ma vengeance. Elle sera lente, elle sera calculée. Ils vont comprendre ce que ça coûte de jouer avec les sentiments de quelqu'un. Surtout avec les miens. Je continue d'avancer dans la nuit parisienne, une nouvelle détermination dans le regard. Le jeu ne fait que commencer. Et je suis prête à gagner. Le téléphone, je l'ai éteint. La batterie est à plat maintenant, je crois. Pas grave. J'ai plus besoin de lui. Plus de notifications, plus d'appels manqués, plus de SMS qui me rappellent leur existence. Juste le silence. Un silence que je n'ai pas connu depuis. Je ne sais même plus. La nuit parisienne, elle est pleine de bruit, mais là, dans ma tête, c'est le calme plat. C'est étrange, cette sensation. Comme si une partie de moi s'était déchargée. La colère, la tristesse, la confusion. Tout ça, ça s'est évacué d'un coup quand j'ai appuyé sur envoyer. Maintenant, il reste juste l'attente. L'attente de la suite. Je marche le long des quais. L'eau de la Seine est sombre, elle reflète les lumières de la ville comme des étoiles tombées. C'est beau, ça, mais ça ne me touche plus. Plus rien ne me touche vraiment, à part cette envie de voir le château de cartes s'écrouler. Je repense à cette photo, celle qu'on avait prise à Rome. Chloé, avec son grand sourire, moi à côté, toute fière. On se promettait tout, là-bas. L'amitié éternelle, les projets d'avenir, les enfants qui joueraient ensemble. Quelle blague! Elle a joué avec ma vie comme avec une poupée. Et moi, j'ai été la bonne poire, la naïve qui croyait aux contes de fées. Je m'arrête devant une petite boutique de fleurs. Les roses sont d'un rouge profond, presque noir dans la pénombre. Ça me fait penser à la robe. La robe de mariée. Elle est encore dans sa housse, dans mon armoire. Elle m'attendait, la belle. J'avais imaginé ce jour, les préparatifs, la cérémonie, tout. Et maintenant, elle ne sera jamais portée. Jamais. C'est comme une promesse brisée, une porte qui se ferme à jamais. Mais ce n'est pas grave. J'ai d'autres projets. Des projets qui ne comprennent pas de robe blanche ni de bouquet de mariée. Je me remets en marche. Mes pas résonnent sur le pavé. Je passe devant des cafés où les gens rient, discutent, vivent leur vie. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas ce qui se trame dans l'ombre, les trahisons, les mensonges. Pour eux, Paris est la ville de l'amour, la ville des lumières. Pour moi, c'est devenu la ville des secrets, la ville des faux-semblants. Mais ça va changer. Ça va changer bientôt. Je me souviens de l'appartement. De la façon dont Thomas me regardait parfois. Un regard fuyant, une excuse rapide quand je le surprenais au téléphone. Chloé, qui devenait de plus en plus distante, qui inventait des prétextes pour ne pas me voir. J'avais mis ça sur le compte du stress du mariage. La pression, tout ça. J'étais tellement aveugle. Tellement stupide. Mais cette époque est révolue. J'ai ouvert les yeux. Et maintenant, je vois clair. Je croise un couple qui s'embrasse fougueusement sur un banc. Je détourne le regard. Ce genre de scène, ça me donne la nausée maintenant. L'amour, les promesses. Tout ça, ça me semble si fragile. Si trompeur. J'ai l'impression d'avoir traversé un désert, d'être sortie de l'autre côté plus forte, mais aussi plus dure. Plus méfiante. Je décide de rentrer. Il faut que je me repose. Que je me prépare. La nuit est encore longue, mais demain, tout va basculer. Je sais qu'ils vont essayer de me contacter. Qu'ils vont paniquer quand ils verront que le mail a été envoyé. Thomas va hurler, Chloé va pleurer. Mais leurs larmes ne me toucheront plus. Leur désespoir ne me fera plus rien. J'ai tourné la page. Une page sombre, certes, mais une page qui est maintenant derrière moi. La prochaine sera écrite avec mon sang, mais aussi avec leur sueur. Et ça me plaît bien. C'est ma nouvelle devise, le sang et la sueur. Et surtout, la vengeance. Ma vengeance. Elle sera douce. Elle sera amère. Et surtout, elle sera lente. Très lente. Je me retrouve devant mon immeuble, celui où j'ai partagé tant de moments avec Thomas. Les lumières sont tamisées, les volets clos. Une image figée de ce qui était censé être notre nid. Ça me fait un drôle d'effet. Presque une nostalgie qui n'a pas lieu d'être. Je monte les escaliers, mes pas résonnent dans le silence. Chaque marche me rappelle un souvenir. Le jour où il m'a demandé en mariage, juste là, sur le palier. Il avait mis un genou à terre, le regard plein de promesses. Des promesses qui, je le sais maintenant, valaient moins que rien. J'ouvre la porte de l'appartement.
L'odeur familière de notre chez nous m'enveloppe. C'est étrange de ressentir ça. Une odeur qui me parlait de sécurité, de bonheur, et qui maintenant, me donne la nausée. Je marche dans le salon. La photo de nous deux, à Rome, est toujours sur la cheminée. Nos sourires. Nos espoirs. Je la prends dans mes mains. Elle est glaciale. Je la regarde longuement. Chloé, ma meilleure amie. Thomas, mon futur mari. Deux traîtres qui ont volé ma vie. Je la repose doucement. Pas de colère, pas de larmes. Juste un vide immense. Je vais dans la chambre. La chambre que nous avions décorée ensemble. Le lit est défait, comme s'il venait de quitter les lieux. L'image me frappe. Je les imagine, là, ensemble. Le dégoût me monte à la gorge. Je respire profondément. Il faut que je me reprenne. La nuit est loin d'être finie. Il y a encore tant à faire. Je vais dans la cuisine. L'idée d'une tasse de thé me traverse l'esprit, mais je l'écarte aussitôt. Pas le temps de penser à des choses aussi anodines. Je regarde par la fenêtre. Paris scintille, indifférente à mon drame. Les gens continuent leur vie, inconscients du chaos qui se déroule dans mon petit monde. Je pense au mail. Aux réactions qu'il va provoquer. Thomas va paniquer. Il va essayer de me joindre, de me faire croire à une erreur. Chloé. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Peut-être disparaître. Ou peut-être, jouer la victime. Peu importe. Leur réaction ne change rien à ce que j'ai décidé. Je retourne dans le salon. Je m'assieds sur le canapé. Je ferme les yeux. J'essaie de visualiser la suite. Mon plan est encore flou sur certains détails, mais l'objectif est clair. Les faire payer. Les détruire. Lentement. Méticuleusement. Je ne veux pas d'une vengeance rapide, spectaculaire. Je veux qu'ils souffrent. Qu'ils comprennent la profondeur de leur trahison. Je repense à cette phrase que j'ai lue quelque part. La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est exactement ça. Froid. Calculé. Sans aucune émotion. Mon téléphone, toujours éteint, est posé sur la table basse. Je le regarde. Il représente tout ce que je veux fuir. Les mensonges, les faux-semblants, la douleur. Je ne veux plus de cette connexion. Plus de leurs appels, de leurs messages. Je veux le silence. Un silence qui me permettra de reconstruire. Je me lève. Je vais dans la chambre et j'ouvre mon armoire. La robe de mariée est là, dans sa housse. Elle me regarde, silencieuse. Symbole d'un rêve brisé. Je la sors. Je la tiens. Elle est lourde, pleine de promesses non tenues. Je la repose. Elle ne me servira jamais. Et c'est tant mieux. Je retourne dans le salon. Je m'assois de nouveau. Je sens une forme de calme s'installer en moi. Ce n'est pas de la résignation. C'est autre chose. Une force nouvelle. Une détermination froide qui a remplacé la douleur. Demain, tout commencera vraiment. Demain, mon nouveau chapitre s'écrira. Un chapitre où il n'y aura plus de place pour Thomas ni pour Chloé. Juste pour moi. Et pour ma vengeance. Je me prépare. La nuit est encore longue. Très longue. Le soleil commence à poindre à l'horizon. Une lueur timide qui perce les rideaux épais de mon appartement. Encore une nuit blanche, mais cette fois, ce n'est pas la tristesse qui m'a tenue éveillée. C'est la préparation. Le plan. J'ai passé des heures à éplucher des documents, à vérifier des numéros, à organiser des rendez-vous. Des choses que je n'aurais jamais cru capable de faire. Je me lève, le corps raide, les muscles endoloris par la tension. Dans la cuisine, je me fais un café noir, bien serré. Pas de sucre, pas de lait. Juste l'amertume qui me rappelle où j'en suis. Je regarde par la fenêtre. Paris s'éveille doucement, les bruits de la ville montent, familiers, presque rassurants. Mais pour moi, ils sont devenus le son d'une vie qui n'est plus la mienne. Je repense à la veille. L'appel de Chloé. Sa voix tremblante, suppliante. Elle voulait s'expliquer, me demander pardon. J'ai raccroché. Je ne voulais pas entendre ces mensonges, ces justifications. J'ai déjà tout vu, tout compris. Elle croit me manipuler, me faire revenir sur ma décision. Pauvre fille. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Thomas, lui, n'a pas appelé. C'est peut-être pire. Ce silence me dit tout. Il sait que le jeu est terminé. Il sait que j'ai les cartes en main. Je me demande s'il est avec elle, s'il savoure leur victoire éphémère. Peu importe.
Bientôt, ils n'auront plus rien à savourer. Je vais dans le salon. La photo de Rome est toujours là, sur la cheminée. Je la regarde sans émotion. C'était une autre vie, une autre moi. Une idiote qui croyait au bonheur éternel. Je prends un petit bout de papier sur la table basse. Une adresse. Une adresse à Montmartre. Un endroit discret, loin des regards. C'est là que tout va se jouer. Je m'habille, choisissant des vêtements sombres, discrets. Pas de fioritures, pas de couleurs vives. Juste l'efficacité. Je prends mon sac, vérifiant que j'ai tout ce qu'il faut. Les documents sont là, bien rangés. Les numéros de téléphone aussi. Je suis prête. En sortant de l'appartement, je jette un dernier regard à cet endroit qui a été mon foyer. Les murs résonnent encore des rires, des promesses. Maintenant, ils sont remplis d'ombre et de trahison. Je ferme la porte derrière moi, un geste définitif. Je ne reviendrai pas. Dans la rue, l'air est frais. Les gens se pressent, pressés par leur propre vie. Personne ne me regarde, personne ne me reconnaît. Je suis invisible. Et c'est exactement ce que je veux. L'anonymat est mon allié. Je marche vers le métro. Le trajet est long, mais je ne suis pas pressé. J'ai le temps. Le temps est mon arme la plus redoutable. Je pense à ce qu'ils vont ressentir quand ils comprendront. La panique, la peur, le désespoir. Ce sera leur tour de souffrir. Arrivé à Montmartre, je monte les rues escarpées. Le quartier est charmant, mais je ne vois que la façade. Je sais que sous cette beauté se cachent des secrets, des histoires sombres. Comme la mienne. Je trouve l'adresse. Un petit immeuble ancien, une porte cochère en bois massif. Je sonne. Un interphone grésille. Je donne le nom convenu. La porte s'ouvre avec un clic. Je monte au 3e étage. Une porte juste en face de l'escalier. J'hésite un instant. C'est le point de non-retour. Je prends une profonde inspiration et je frappe. La porte s'ouvre. Un homme me regarde, l'air surpris. C'est lui. Celui que j'ai contacté. Il me fait signe d'entrer. L'appartement est sobre, sans fioritures. Un bureau, une chaise, des étagères remplies de dossiers. C'est un lieu de travail, pas un lieu de vie. Je m'assieds sur la chaise qu'il m'indique. « Vous avez tout ce qu'il faut ?» demande-t-il, sa voix calme, professionnelle. « Oui, je réponds, ma voix ferme. Tout est là. » Je lui tends les documents. Il les examine rapidement, un léger sourire aux lèvres. « Parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. » Il se tourne vers moi. « Et vous êtes prête ?» Je le regarde droit dans les yeux. Plus que jamais. Il hoche la tête. « Alors, nous commençons. » Un frisson me parcourt l'échine. Ce n'est pas de la peur. C'est de l'excitation. L'excitation du début. Le début de la fin pour eux. Le début de ma nouvelle vie. La vie où la douleur se transforme en force, et la trahison en vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid, et le mien est prêt à être servi. Il sera amer, il sera long, et il sera dévastateur. L'homme, c'est donc lui. Le contact que j'avais trouvé via des canaux discrets. Ceux qui font le sale boulot quand on veut que ça se fasse proprement. Il a cette aura de quelqu'un qui a vu passer des trains, des vrais, ceux qui broient. Son regard est perçant, mais sans jugement. Juste une efficacité froide. Il me fait signe de m'asseoir sur une chaise en bois, juste en face de son bureau. L'endroit est dépouillé, pas de photos, pas de bibelots, juste des dossiers empilés, des piles de paperasse qui racontent des histoires qu'on préférerait ignorer. C'est un bureau, un vrai, pas un salon douillet. Ça me va. Je ne suis pas là pour papoter. Vous avez tout ce qu'il faut. Sa voix est grave, posée. Pas d'émotion, juste la confirmation qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, je réponds. Ma voix est plus assurée que je ne l'aurais cru. Tout est là. Je lui tends la pochette en carton que j'ai gardée serrée contre moi depuis ce matin. Elle contient les preuves, les relevés, les écoutes que j'ai patiemment rassemblées. Les preuves de leur petite vie secrète, de leurs mensonges. Il prend la pochette, l'ouvre, feuillette les documents avec une rapidité impressionnante. Ses doigts fins glissent sur le papier, comme s'il lisait un livre ouvert. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Il referme la pochette et la pose sur son bureau, à côté d'un stylo noir. Il se tourne vers moi, son regard s'intensifie un peu.
Et vous êtes prête? La question n'est pas une invitation à la discussion, c'est une constatation. Il sait que je suis prête. Il voit la flamme dans mes yeux, celle qui a remplacé la tristesse. Plus que jamais, je réponds, sans hésiter. Il y a une sorte de délivrance dans cette affirmation. L'attente est terminée. Le moment est venu. Il hoche la tête, un mouvement bref et précis. Alors, nous commençons. Un frisson me parcourt l'échine. Ce n'est pas la peur, non. C'est cette sensation étrange, électrique, qui précède un grand chamboulement. L'excitation du début. Le début de la fin pour eux. Le début de ma nouvelle vie. Une vie où la douleur se transforme en force, et la trahison en vengeance. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, et le mien est prêt à être servi. Il sera amer, il sera long, et il sera dévastateur. Je le sais. Je reste assise, le regard fixé sur lui, attendant la suite. Les secondes s'étirent, chargées d'une tension palpable. Il prend un téléphone fixe, compose un numéro. Je ne l'entends pas parler, juste des murmures brefs, des instructions claires. Il raccroche. C'est parti, dit-il simplement. Les premières pièces sont en mouvement. Il faudra un peu de temps pour que tout se mette en place, mais ça va aller vite. Je me lève, mes jambes sont un peu raides. Combien de temps? Je demande. Quelques jours. Maximum une semaine pour que les effets se fassent sentir. Ils ne verront rien venir. Une semaine. C'est court. C'est parfait. J'ai hâte de voir leur visage quand tout s'écroulera. Quand leurs petits mensonges seront mis à nu. Quand leur monde s'effondrera comme un château de cartes. Ils pensaient m'avoir brisé, me laisser sur le carreau. Ils vont apprendre à leurs dépens que je suis bien plus forte qu'ils ne le pensaient. Je dois faire quoi maintenant? Je demande. Rien. Attendre. Et rester discrète. Ne les contacter surtout pas. Laissez-les dans leur ignorance. C'est là que la pression sera la plus forte. Ils me regardent droit dans les yeux. Leur panique sera votre meilleur allié. Je hoche la tête. Je comprends. Le silence est mon arme maintenant. Le silence et l'attente. Je me sens étrangement calme. Le poids que je portais depuis des semaines s'est allégé. Il a été remplacé par une détermination froide, une résolution inébranlable. Je le remercie d'un signe de tête et je sors de cet appartement austère. La lumière du jour me frappe un peu. Les rues de Montmartre sont animées, les touristes flânent, les artistes vendent leurs toiles. Une vie normale, insouciante. Ils ne savent pas ce qui se prépare, eux non plus. Et c'est tant mieux. Je redescends les rues, le cœur battant d'une nouvelle énergie. Le chemin du retour me semble plus court. Je repense à Thomas, à Chloé. Je les imagine, heureux, inconscients du piège qui se referme sur eux. Ce sentiment de puissance est grisant. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Une justice que j'ai décidé de rendre moi-même. Le jeu est lancé. Et je vais gagner. Les jours filent. Pas de façon spectaculaire, juste ce mouvement lent et inexorable du temps qui passe, comme une rivière qui creuse son lit. J'ai gardé le silence, exactement comme on me l'avait conseillé. Chaque jour, je guette les nouvelles, les rumeurs, les chuchotements. Mais rien. Le calme avant la tempête, je suppose. Thomas ne m'a pas contacté. Chloé non plus. C'est étrange. D'habitude, elle ne peut pas s'empêcher de me parler, de me raconter sa vie, même quand ça ne me regarde pas. Son silence est presque plus assourdissant que ses mensonges. Je me suis replongée dans mon travail. Pas celui que j'avais avant, le bureau où je me sentais étouffée, mais un nouveau départ. Une petite entreprise de conseil, là où je peux vraiment mettre mes compétences à profit. C'est mon refuge, mon nouveau monde. Les dossiers s'empilent, les réunions s'enchaînent. Je me donne à fond, corps et âme. C'est ma façon de reconstruire, de me prouver que je suis capable de rebâtir ma vie, même après ce qu'ils m'ont fait. Un soir, alors que je rentrais, la nuit déjà tombée sur Paris, mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne connais pas. J'hésite, puis je décroche. Allô? Une voix grave, celle de l'homme de Montmartre, me répond. C'est moi. Tout est en place. Les premières retombées commencent. Mon cœur fait un bond. Déjà? Si vite. La machine est lancée. Il ne s'attendait pas à une telle rapidité. Ni à une telle précision. Les informations circulent là où il faut. Les questions commencent à être posées. Je sens un sourire se dessiner sur mes lèvres. Et
Il panique? Un rire sec et bref. Oh oui. Surtout lui. Elle essaie encore de sauver les meubles, mais il est pris à la gorge. Les conséquences financières sont importantes. Et sa réputation, celle qu'il s'est si soigneusement bâtie, commence à se fissurer. Je ferme les yeux, savourant ces mots. C'est ça que je voulais. Pas juste les voir souffrir, mais les voir perdre tout ce qui leur est cher. Leur façade, leur argent, leur image. Thomas, avec son assurance, sa confiance en lui. Chloé, avec son air innocent. Ils vont comprendre. Et moi, je demande. Je dois faire quoi? Rien. Continuez votre vie. Faites comme si de rien n'était. C'est votre meilleure arme. S'ils vous voient forte, s'ils vous voient avancer, ça va les rendre fous. L'ignorance est une torture lente. Et le silence. Le silence est un poison. Je raccroche, le cœur battant la chamade. C'est comme si une chape de plomb s'était levée. Je me sens légère, puissante. Je suis assise dans mon salon, la lumière tamisée. Je regarde la ville par la fenêtre, ses lumières scintillantes. Paris, ma ville. Ma nouvelle vie commence ici, sur ces cendres. Les jours suivants sont étranges. Je croise des gens dans la rue, je vais faire mes courses, je travaille. Je suis une personne normale, qui vit sa vie. Mais à l'intérieur, je suis en alerte constante. J'attends le coup de fil, le message, la nouvelle qui fera tout basculer. Parfois, j'imagine leur visage. Thomas, le regard perdu, cherchant une explication. Chloé, les larmes aux yeux, essayant de comprendre comment tout a pu déraper si vite. Un après-midi, alors que je suis au bureau, je reçois un email. Un message anonyme. Il contient une capture d'écran d'une conversation. C'est entre Thomas et son avocat. Il parle de dommages et intérêts, de protection des actifs, de stratégie de défense. C'est la preuve que tout est en train de s'effondrer pour lui. Je souris. C'est bien plus efficace que je ne l'avais imaginé. L'homme de Montmartre est un maître dans son art. Il a su frapper là où ça fait mal, là où ça compte vraiment pour eux. Le lendemain, un autre message. Cette fois, il s'agit d'une photo. Chloé, assise dans un café, le visage défait, parlant à une amie. Elle a l'air perdue, désespérée. Je ne ressens aucune pitié. Juste une satisfaction froide, profonde. Elle a choisi son camp. Elle a trahi notre amitié. Maintenant, elle récolte ce qu'elle a semé. Je me sens étrangement calme. La rage qui m'animait au début s'est transformée en une détermination tranquille. Je ne suis plus une victime. Je suis celle qui a repris le contrôle. Celle qui a orchestré leur chute. Je sais que ce n'est pas encore fini. La semaine n'est pas terminée. Il reste encore des pièces à tomber. Mais je sens que la fin est proche. La fin de leur monde, et le début du mien. Un monde où je ne serai plus jamais la femme naïve et trahie. Je serai celle qui a survécu, celle qui a gagné. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et mon repas est presque servi. J'attends la dernière bouchée. Les jours filent, non pas comme des secondes égrenées au compte-gouttes, mais comme des grains de sable glissant entre mes doigts, inexorables. La semaine promise par cet homme de l'ombre est presque écoulée. Le calme qui règne est presque assourdissant, une attente pesante qui pèse sur mes épaules, mais d'une manière différente. Ce n'est plus l'angoisse de l'attente, c'est celle de la culmination. Je sens que le dénouement est proche, palpable. Mon nouveau bureau, ce petit espace de liberté que j'ai bâti de mes propres mains, est devenu mon sanctuaire. Les dossiers s'empilent, les appels affluent. Je me noie dans le travail, une bonne noyade, celle qui vous submerge mais vous donne un but. C'est mon armure, ma nouvelle identité. Loin de l'ancienne moi, celle qui se laissait marcher sur les pieds, celle qui croyait en la loyauté. Cette version de moi-même est plus forte, plus résiliente. J'ai appris à mes dépens que la confiance se gagne, et qu'elle peut se briser en un instant. Thomas et Chloé. Je ne les ai pas vus, pas entendus. Leur silence est mon trophée. Chaque jour sans nouvelles est une victoire. Je les imagine, rongés par l'incertitude, par la peur. Je les imagine se chamailler, s'accuser mutuellement, leur petit monde parfait s'effritant de l'intérieur. J'ai reçu un autre message anonyme hier. Une photo. Chloé, seule, assise sur un banc dans le jardin du Luxembourg, le regard perdu dans le vide. Ses yeux, d'habitude si pétillants, étaient ternes, fatigués. Elle ne portait plus le sourire de façade qu'elle affichait si facilement.
La photo était prise de loin, presque volée. Je n'ai ressenti aucune joie particulière à la voir ainsi. Juste une sorte de constatation froide. C'est le résultat de ses choix. Ce matin, en ouvrant mes mails, j'ai trouvé une pièce jointe. Un article de presse en ligne, d'un site un peu sulfureux, celui qui aime les ragots et les scandales. Le titre était accrocheur. L'homme d'affaires Thomas Dubois sous le feu des projecteurs. Des accusations graves pèsent sur ses transactions. J'ai cliqué. L'article parlait de détournement de fonds, de contrats suspects, de partenaires lésés. Il mentionnait des enquêtes en cours, des audits financiers. Ils avaient frappé fort, et vite. L'homme de Montmartre avait bien fait son travail. Il avait utilisé les informations que je lui avais données pour semer le chaos dans la vie de Thomas. Sa réputation, son pilier, était en train de s'écrouler. Je me suis sentie comme une spectatrice devant un film dont j'avais écrit le scénario. Je me suis levée de mon bureau, mes jambes un peu engourdies. J'ai traversé le petit espace, attrapé mon manteau. Il fallait que je sorte, que je respire. J'ai marché sans but précis dans les rues de Paris. Le soleil brillait, les gens riaient, la vie continuait, indifférente à la chute imminente de 2 personnes. J'ai croisé un couple, main dans la main, riant. Une vague de tristesse m'a traversée, une tristesse ancienne, celle de ce que j'avais perdu. Mais elle a été vite balayée par une autre émotion, plus forte, la détermination. Je ne serai plus jamais cette femme-là. Je suis retournée au bureau, le cœur plus léger. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé les informations financières. Les actions de l'entreprise de Thomas étaient en chute libre. C'était spectaculaire. Il avait bâti son empire sur des mensonges, et maintenant tout s'écroulait. J'ai repensé à Chloé. Elle avait toujours été la plus fragile des deux. Elle allait sûrement s'effondrer. Peut-être qu'elle allait finir par me contacter, désespérée, cherchant du réconfort. L'idée m'a effleurée, mais je l'ai écartée aussitôt. Je ne suis pas là pour pardonner. Je suis là pour que justice soit faite. Ma justice. J'ai reçu un dernier message de l'homme de Montmartre. Juste 2 mots, c'est terminé. Pas de détails, pas d'explications. Juste la confirmation que la partie était jouée. La machine avait fait son œuvre. Le silence qu'il m'avait conseillé de garder avait été ma meilleure arme. Mon absence de réaction, ma vie qui continuait, avait été le coup de grâce. Ils avaient cherché ma détresse, ma faiblesse. Ils n'avaient trouvé qu'une force tranquille, une résilience inattendue. Je me suis assise à mon bureau, la lumière du soir tombant doucement sur la ville. J'ai regardé par la fenêtre. Paris scintillait, comme 1 million de promesses. Ma promesse. J'ai senti une paix profonde m'envahir. La rage s'était dissipée, remplacée par une sérénité nouvelle. Ce n'était pas la fin, c'était un nouveau départ. Le début d'une vie où je serais maîtresse de mon destin. La vengeance n'était pas une fin en soi, c'était un passage obligé. Un passage qui m'avait menée ici, plus forte, plus sage. J'avais gagné. J'avais survécu. Et maintenant, je pouvais enfin commencer à vivre. La dernière bouchée de ce repas amer avait été avalée. Il était temps de passer à autre chose. De construire, de créer, d'aimer. Sans peur. Paris. Les lumières de la ville ont une autre teinte ce soir. Moins celle des promesses, plus celle de la fin d'un cycle. L'homme de Montmartre m'a dit que c'était terminé. C'est terminé. 2 mots qui résonnent encore dans ma tête. Ça fait 1 semaine. 1 semaine où j'ai vécu dans une sorte de bulle, attendant le détonateur final. Et là, c'est fait. Je suis assise dans mon petit appartement, celui que j'ai choisi pour ce nouveau départ. Pas celui de Thomas, pas celui de Chloé. Le mien. Il est modeste, mais il est à moi. Et ça n'a pas de prix. Je repense à tout. À la trahison, à la douleur, à la rage qui m'a consumée. Et puis à ce plan. Un plan mûri dans le silence, nourri par la volonté de ne plus jamais être la victime. J'ai été forte. Plus forte que je ne l'aurais jamais cru. J'ai joué leur jeu, mais avec mes propres règles. J'ai utilisé leur faiblesse, leur arrogance, leur manque de scrupules contre eux. Thomas, avec son empire bâti sur du vent et des mensonges. Chloé, avec son sourire innocent qui cachait tant de noirceur. Ils ont cru me détruire. Ils ont sous-estimé ma capacité à me relever. Le silence. C'est ça qui a été leur plus grande erreur. Mon silence. Ils s'attendaient à des larmes, à des supplications, à une femme brisée.
Ils ont trouvé une détermination froide. Ils ont cherché ma détresse, et ils n'ont trouvé qu'une force tranquille. C'est ça, le coup de grâce. Les voir s'effondrer sans que j'aie à lever le petit doigt. L'homme de Montmartre a été mon outil, mon exécuteur. Mais la stratégie, c'était la mienne. Je regarde mon reflet dans la vitre. Je ne me reconnais presque plus. Les traits sont plus tirés, oui, mais il y a une lumière nouvelle dans mes yeux. Une assurance que je n'avais pas avant. J'ai 28 ans, et j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies. J'ai appris à mes dépens que la confiance est un château de cartes, qu'elle peut s'écrouler en un instant. Mais j'ai aussi appris que l'on peut reconstruire. Bâtir sur des ruines. Chloé. Je pense à elle. La photo dans le jardin du Luxembourg. Elle avait l'air si perdue. J'imagine sa détresse, ses larmes. Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle a fait? Je ne sais pas. Et honnêtement, ça ne m'importe plus vraiment. Sa chute fait partie du tableau. Elle a choisi son camp. Elle a choisi la facilité, la trahison. Elle récolte ce qu'elle a semé. Thomas. L'article de presse. Son nom sali, son entreprise en déroute. Il doit être fou. Lui, qui se croyait intouchable. Il a voulu jouer avec le feu, il s'est brûlé. Sa réputation, son argent, tout ce qui comptait pour lui s'est envolé. C'est une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Je me lève et je marche jusqu'à la cuisine. J'ouvre le frigo. Il y a de quoi manger, des choses simples. Je me prépare un repas, toute seule. C'est étrange, cette solitude choisie. Elle n'est pas triste, elle est libératrice. Je n'ai plus personne à convaincre, plus personne à impressionner. Juste moi. Je repense à ce que l'homme de Montmartre m'a dit. L'ignorance est une torture lente. Et le silence. Le silence est un poison. Il avait tellement raison. Mon silence a été leur poison. Mon absence de réaction a été leur plus grande torture. Ils s'attendaient à une confrontation, à une scène. Ils ont eu le vide. Et dans ce vide, leur monde s'est effondré. Ce n'est pas de la joie que je ressens. C'est plus profond. C'est une sorte de paix. Une satisfaction froide, oui, mais aussi une sérénité. La rage s'est évaporée. Elle a laissé place à une clarté nouvelle. J'ai traversé l'enfer, et j'en suis ressortie. Plus forte. Plus sage. Paris, la ville qui a été le théâtre de ma douleur, est aussi celle de ma renaissance. Les lumières scintillent toujours, mais elles ne me font plus mal. Elles sont juste là, belles et indifférentes. Elles sont le décor de ma nouvelle vie. Une vie que je vais construire, brique par brique. Sans peur. Sans regret. La vengeance n'était pas une fin. C'était un moyen. Un passage obligé pour me libérer de ce poids. Maintenant, le poids est parti. Je me sens légère. Prête à avancer. Prête à vivre. Vraiment vivre. Je prends une bouchée de mon repas. C'est bon. C'est simple. C'est le goût de la liberté. Le goût de la victoire. La dernière bouchée de ce repas amer est avalée. Il est temps de tourner la page. Il est temps de commencer le chapitre suivant. Le mien. Et celui-là, il sera beau. Je le sens. Paris, me voilà. Une nouvelle moi. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.